Le 22 juillet 1944, les cieux au-dessus de la France occupée étaient un champ de bataille invisible où des vies se jouaient en quelques secondes. Le major Francis Gaby Gabreski, pilote américain de 27 ans, totalisant 360 heures de vol en combat, se penchait en avant dans le cockpit de son P-47 Thunderbolt, scrutant l'horizon avec la précision d'un prédateur qui connaît chaque mouvement de sa proie. Son cœur s'emballait, non de peur, mais d'anticipation, tandis que ses yeux balayaient le ciel azur à la recherche de la silhouette tuile du Messerschmitt Bf-109 que son radar avait détecté quelques minutes plus tôt. Ce n'était qu'une mission d'escorte de bombardiers de plus, une routine parmi les centaines qu'il avait d'effectuer durant cet été sanglant. Mais ce jour précis, Gabreski ignorait qu'il était sur le point de réécrire l'histoire de la supériorité aérienne. L'ironie résidait dans chaque ligne de l'histoire qui avait précédé ce moment. 1 an et demi plus tôt, en décembre 1942, lorsque les premiers P-47 Thunderbolts étaient arrivés en Grande-Bretagne, l'accueil des pilotes américains avait été, au mieux, tiède. L'avion semblait ridicule comparé aux chasseurs britanniques plus légers et agiles, ou aux légendaires Spitfires avec leurs profils élégants. Le P-47 pesait environ 5400 kg à pleine charge, presque le double du Spitfire. Son fuselage était trapu, ses ailes courtes par rapport à son corps massif, et son train d'atterrissage arachnéen semblait avoir été ajouté après coup. Certains des premiers pilotes américains le décrivaient avec une franchise brutale dans leurs journaux. Il ressemblait à un réfrigérateur volant, un accident d'ingénierie, une machine qui n'aurait jamais dû quitter la planche à dessin de l'ingénieur. Les Britanniques, avec leur sens de l'humour mordant habituel, commencèrent à le surnommer « Thunder Chicken », le poulet tonnerre, en référence à son corps ridiculement musclé. Mais la Luftwaffe, qui avait dominé les cieux européens depuis 1939, ne considérait même pas le Thunderbolt comme une menace digne d'une analyse sérieuse. C'était là l'erreur fondamentale de la perception allemande, une erreur qui coûterait un nombre incalculable de vies. Les officiers du renseignement de la Luftwaffe, qui examinaient les rapports sur le nouveau chasseur américain, arrivaient à des conclusions qui semblaient irréfutables. Le Bf-109 était supérieur dans pratiquement toutes les catégories tactiques conventionnelles. Il pouvait monter plus rapidement, atteignant un taux de montée d'environ 1200 mètres par minute contre 960 mètres par minute pour le Thunderbolt. Il était plus agile dans les virages serrés, un attribut absolument critique dans les combats aériens rapprochés qui caractérisaient la guerre aérienne jusqu'alors. Son moteur Daimler-Benz était un chef-d'œuvre d'ingénierie allemande, affiné après des années de combats réels. Les pilotes allemands, en particulier les A vétérans qui avaient survécu aux combats au-dessus de la Pologne, de la France, de la Russie et de la Méditerranée, partageaient une confiance qui frôlait l'arrogance. Le colonel Hans Eckehard Bob, qui avait piloté un Bf-109 sur pratiquement tous les théâtres d'opérations européens, décrivait le Thunderbolt dans des correspondances privées comme impressionnant par sa capacité de charge brute, mais complètement hors catégorie en ce qui concerne la véritable supériorité aérienne. Ces mots, écrits à l'encre sur du papier militaire allemand en mai 1943, révélaient la confiance et, plus critiquement, l'aveuglement qui s'était emparé de la Luftwaffe. Ce que personne des deux côtés ne comprenait pleinement à ce moment-là, c'est que la guerre aérienne était en train de changer dans ses fondements même pendant qu'elle était menée. La suprématie aérienne ne serait pas déterminée par les attributs traditionnels qui dominaient la pensée tactique des pilotes de chasse. Elle serait déterminée par la capacité de résistance structurelle, par la puissance de feu brute, par la polyvalence dans de multiples fonctions de combat et par la capacité d'un avion à absorber des dommages et à continuer de voler. C'étaient des caractéristiques que le P-47 possédait en abondance extraordinaire, mais qui restaient complètement invisibles pour les analystes militaires de l'époque. Gabreski serra les commandes de son Thunderbolt. Son ailier, le lieutenant Robert Bob Foy, maintenait une formation serrée à 240 mètres de distance. Les deux avions venaient de terminer leur balayage de couverture des bombardiers B-17 Forteresse volante qui rentraient d'une mission au-dessus des installations ferroviaires allemandes près d'Amiens. La charge de carburant était suffisante pour seulement 18 minutes de vol supplémentaires avant de devoir retourner à la base de Boxted dans l'est de l'Angleterre. Ces 18 minutes seraient amplement suffisantes. Ce qui était sur le point de se produire en ce chaud jour de juillet allait tout changer. Non seulement pour Gabreski, qui continuerait à abattre des ennemis jusqu'à la fin de la guerre, totalisant 31 victoires confirmées et gagnant le titre de plus grand as américain sur le théâtre européen,
mais aussi pour toute la Luftwaffe, car en l'espace de quelques semaines, après des rencontres répétées comme celle-ci, la vérité commencerait à se répandre à travers les transmissions radio allemandes, les rapports de débriefing, les journaux de guerre des pilotes qui avaient survécu. Le réfrigérateur volant n'était pas un réfrigérateur, c'était un tueur. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les histoires les plus dramatiques de l'aviation de guerre. Francis Eugene Gabi Gabreski est né le 28 février 1919 dans la petite ville de Oil City, en Pennsylvanie. Ses parents étaient des immigrants polonais arrivés aux États-Unis avec peu plus que leurs vêtements sur le dos et des rêves de prospérité. Son père, Eugene Gabreski, était mécanicien ferroviaire. Sa mère, Justina, était couturière et travaillait souvent tard dans la nuit pour compléter les revenus de la famille. Dès son enfance, Gabi, surnom qu'il reçut pour sa nature volubile et sa capacité à converser avec n'importe qui sur pratiquement n'importe quel sujet, démontra une obsession écrasante pour l'aviation. Tandis que d'autres garçons de son âge collectionnaient des cartes de baseball et rêvaient de jouer dans les grandes ligues, Gabi construisait des maquettes d'avions en papier et en balsa, étudiait des magazines d'aviation et lisait chaque rapport qu'il pouvait trouver sur des pionniers de l'aviation comme Charles Lindbergh et Amelia Earhart. En 1937, à l'âge de 18 ans, Gabreski intégra l'Académie militaire des États-Unis à West Point. Son entrée dans l'institution fut remarquable non seulement par sa détermination, mais aussi par l'adversité à laquelle il faisait face. Étant fils d'immigrants polonais à une époque où les préjugés contre les minorités ethniques restaient profondément enracinés dans la société américaine, Gabreski fut confronté à une discrimination voilée mais constante durant ses 4 années de formation. Ses camarades de classe, dont beaucoup étaient fils d'anciennes familles de l'élite américaine, le voyaient initialement comme un intrus. Mais Gabreski répondit avec une ténacité qui deviendrait sa marque de fabrique. Il ne se contenta pas de diplômer en 1941, mais compléta également sa formation de pilote et reçut ses ailes d'aviateur en 1942 avec un taux de réussite qui le plaça parmi les pilotes les mieux classés de sa promotion. Son premier contact avec le combat aérien survint dans des circonstances qui auraient pu mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. Gabreski fut affecté à la 8e Air Force américaine basée en Grande-Bretagne en mars 1943, à l'âge de 24 ans. Au cours des premiers mois, alors que la Luftwaffe avait encore une supériorité numérique significative dans les cieux d'Europe occidentale, Gabreski effectua des dizaines de missions d'escorte de bombardiers sans jamais entrer en contact réel avec des chasseurs ennemis. C'était frustrant, un pilote entraîné pour la guerre, impatient de tester ses compétences, mais empêché par la pure chance statistique de rencontrer un ennemi digne de combat. Son journal militaire de 1943 révèle un homme consumé par le besoin de prouver sa valeur, de justifier la confiance que l'armée plaçait en lui, d'atteindre ce que tout pilote de chasse désire réellement, une victoire aérienne confirmée. Cette opportunité arriva finalement le 23 août 1943, lorsque Gabreski aperçut un Focke-Wulf 190 allemand qui tentait d'attaquer un bombardier B-17 séparé du reste de la formation. Le combat qui s'ensuivit fut bref et intense, seulement 3 minutes de manœuvres désespérées, de rafales de mitrailleuses et d'esquives mortelles. Quand tout fut terminé, le Focke-Wulf allemand tombait en flammes et Gabreski avait enregistré sa première victoire aérienne confirmée. Ce moment de succès, transmis par radio à sa base et enregistré officiellement, altéra quelque chose de fondamental dans sa psychologie de combat. Il s'était prouvé à lui-même que sous une pression extrême, avec des vies dépendant de ses décisions en quelques secondes, il était capable de vaincre. Mais cela avait également révélé quelque chose d'également critique, sa compréhension intuitive de la manière d'exploiter les points faibles des différents avions ennemis. Gabreski n'était pas seulement un pilote compétent, c'était un tacticien naturel qui comprit, avec une clarté presque prophétique, quelles caractéristiques les différents avions possédaient et comment les utiliser contre ses adversaires. Lorsqu'il pilota enfin son premier P-47, ce même avion maladroit dont toute la Luftwaffe se moquait, en janvier 1944, après des mois passés à piloter le Supermarine Spitfire anglais, quelque chose se déclencha dans l'esprit de Gabreski. Cet avion ridicule, lourd et apparemment lent, possédait des qualités qui pouvaient être exploitées d'une manière qu'aucun pilote n'avait encore vraiment comprise. Et au cours des 18 mois suivants, Gabreski deviendrait le maître suprême de cette exploitation, abattant 31 ennemis confirmés et transformant le P-47 de machine ridiculisée en symbole de supériorité américaine dans les cieux européens.
La première grande révélation sur la véritable capacité du P-47 Thunderbolt ne vint pas de rapports officiels du commandement aérien, ni d'analyses techniques d'ingénieurs. Elle vint du tarmac d'une base aérienne à Boxted, en Angleterre, lors d'une conversation informelle entre deux pilotes alors qu'ils examinaient les dommages de leurs avions après une mission particulièrement violente en février 1944. Le major Gabi Gabreski inspectait son Thunderbolt, portant le numéro de série 471202, lorsqu'il remarqua quelque chose qui l'a d'abord déconcerté. Une rafale de canons allemands avait littéralement traversé le fuselage de l'avion, pénétrant le compartiment de carburant, ricochant à l'intérieur de la structure métallique et ressortant de l'autre côté. Sur un Spitfire, ce type de dommage aurait été absolument fatal. L'avion aurait explosé en quelques secondes. Sur un Bf-109, il ne serait jamais rentré à la base. Mais là, il y avait le Thunderbolt, avec un trou d'environ 15 cm de diamètre de part et d'autre du corps. Et pourtant, Gabreski avait réussi à parcourir les 240 km de retour à la base de Boxted avec l'avion fonctionnant parfaitement. La première grande révélation sur la véritable capacité du P-47 Thunderbolt ne vint pas de rapports officiels du commandement aérien, ni d'analyses techniques d'ingénieurs. Elle vint du tarmac d'une base aérienne à Boxted, en Angleterre, lors d'une conversation informelle entre deux pilotes alors qu'ils examinaient les dommages de leurs avions après une mission particulièrement violente en février 1944. Le major Gabi Gabreski inspectait son Thunderbolt, portant le numéro de série 471202, lorsqu'il remarqua quelque chose qui l'a d'abord déconcerté. Une rafale de canons allemands avait littéralement traversé le fuselage de l'avion, pénétrant le compartiment de carburant, ricochant à l'intérieur de la structure métallique et ressortant de l'autre côté. Sur un Spitfire, ce type de dommage aurait été absolument fatal. L'avion aurait explosé en quelques secondes. Sur un Bf-109, il ne serait jamais rentré à la base. Mais là, il y avait le Thunderbolt, avec un trou d'environ 15 cm de diamètre de part et d'autre du corps. Et pourtant, Gabreski avait réussi à parcourir les 240 km de retour à la base de Boxted avec l'avion fonctionnant parfaitement. Lorsque Gabreski partagea cette observation avec le colonel Donald Blakesley, commandant du 407e escadron de chasse, la réponse fut un sourire compréhensif. Blakesley avait déjà commencé à recueillir des récits similaires de ses pilotes, des histoires de Thunderbolts qui retournaient à la base avec des dommages structurels qui auraient dû être catastrophiques. Un pilote revint avec le cylindre avant du moteur complètement détruit par un impact direct de projectiles antiaériens de calibre 20 mm. Mais le moteur continuait de fonctionner, permettant un vol sûr de retour en Angleterre. Un autre Thunderbolt arriva à la base avec environ 200 projectiles de mitrailleuse de calibre 7,92 mm traversant son aile, créant un motif visuel de trou qui ressemblait à une passoire de cuisine. Et pourtant, l'aile maintenait son intégrité structurelle, permettant un vol et un atterrissage sûrs. Ce n'étaient pas des cas isolés, c'étaient des schémas systémiques qui commençaient à émerger des registres de maintenance. La raison fondamentale de cette résistance extraordinaire résidait dans une décision d'ingénierie qui avait été prise des années auparavant, lorsque le P-47 était encore au stade conceptuel. Le concepteur en chef, Alexander Kartveli, avait insisté pour que le Thunderbolt soit capable de rentrer à la base, même avec des dommages structurels importants. Cette obsession aboutit à une structure qui incorporait plus de 1200 kg de blindage, non seulement dans le cockpit du pilote, comme c'était conventionnel, mais stratégiquement réparti sur tout le fuselage. De plus, le moteur Pratt & Whitney de 2200 chevaux était encapsulé dans une carapace de protection qui présentait une redondance des systèmes critiques. Si une conduite hydraulique était endommagée, il y en aurait d'autres. Si un cylindre du moteur était touché, il y en avait encore 27 autres. Le Thunderbolt n'avait pas été conçu pour être élégant ou économe en carburant. Il avait été conçu pour survivre. Gabreski commença à intégrer cette compréhension dans sa tactique de combat au printemps 1944. En tant qu'as, il était autorisé à voler en patrouille de chasse libre, des missions où l'objectif était simplement de trouver et de détruire les chasseurs ennemis. Et c'est lors de ces patrouilles qu'un schéma absolument décisif commença à émerger. Lorsque Gabreski rencontrait des Messerschmitt Bf-109, il ne cherchait délibérément pas à rivaliser en maniabilité ou en taux de montée. Au lieu de cela, il utilisait la vitesse de plongée extraordinaire du Thunderbolt, au-dessus de 750 km/h en piqué raide, pour attaquer d'en haut, décharger sa puissance de feu massive,
8 mitrailleuses de calibre 50, chacune tirant environ 800 projectiles par minute, puis plonger pour s'échapper, tandis que le Bf-109, plus lent, ne pouvait pas suivre. La létalité de cette tactique fut immédiate et effroyablement efficace. En mars 1944, Gabreski abattit 3 Messerschmitts en une seule semaine. En avril, son décompte s'éleva à 7 ennemis confirmés. En mai, il dépassa 15 victoires. Avec chaque victoire rapportée, avec chaque transmission radio confirmant un autre Bf-109 abattu par un Thunderbolt, la perception commençait à changer. Non pas parmi les pilotes américains, qui commençaient à comprendre qu'ils avaient une arme beaucoup plus puissante qu'ils ne l'imaginaient, mais parmi les stratèges de la Luftwaffe, qui, confrontés à un nombre croissant de rapports de pertes, commençaient à remettre en question leurs hypothèses fondamentales. Les pilotes allemands qui revenaient de rencontres avec des Thunderbolts commencèrent à consigner leur frustration dans leurs journaux. Comment était-il possible qu'un avion si manifestement inférieur en caractéristiques aérodynamiques puisse se montrer si létal? La réponse résidait dans une vérité qu'aucune analyse technique conventionnelle n'avait auparavant considérée avec sérieux. La guerre aérienne moderne n'était pas gagnée par des pilotes qui dansaient dans les cieux. Elle était gagnée par des pilotes qui tuaient leurs ennemis avant qu'ils ne puissent réagir. Les registres de débriefing de la 8e Air Force américaine de juin 1944 révèlent un schéma d'escalade qui transcende la simple tactique militaire. Le major Gabreski, à cette époque déjà avec 19 victoires aériennes confirmées, participait en moyenne à 4 ou 5 missions par semaine, pilotant son P-47 lors d'opérations au-dessus de la France, de la Belgique et des Pays-Bas occupés. Et pratiquement à chaque mission, il y avait contact avec la Luftwaffe. Les chiffres des pertes allemandes commençaient à se révéler absolument cataclysmiques une fois agrégés. En mai 1944, la 8e Air Force rapporta avoir abattu 289 chasseurs ennemis. Parmi ceux-ci, environ 123 furent attribués à des pilotes de P-47 Thunderbolts. En juin, les chiffres augmentèrent à 322 chasseurs confirmés abattus par l'Air Force américaine, dont 148 attribués aux Thunderbolts. La proportion était sans équivoque. Le Thunderbolts, qui représentait environ 40% de la force de chasse de la 8e Air Force, générait environ 47% des victoires aériennes. Mais ces chiffres agrégés cachaient une vérité encore plus perturbante pour les stratèges allemands. Les Thunderbolts ne gagnaient pas seulement des combats. Ils gagnaient des combats dans des circonstances qui auraient dû favoriser le Bf-109. Un rapport de renseignement allemand de juillet 1944, déclassifié après la guerre, exprime une confusion authentique et croissante. Le document, préparé par le général-lieutenant Adolphe Galland, lui-même un as avec 94 victoires et commandant de toutes les unités de chasse de la Luftwaffe, analyse 23 rencontres documentées entre des formations de Messerschmitts Bf-109 et des formations de P-47 Thunderbolts en juin. Dans 19 de ces rencontres, l'avantage tactique initial appartenait aux Messerschmitts. Ils étaient à une altitude supérieure, en position d'attaque ou en nombre supérieur. Malgré cela, dans 13 de ces 19 rencontres, ce furent les Thunderbolts qui prirent le dessus et abattirent des ennemis confirmés. La cause de la défaite systématique ne résidait pas dans des compétences de pilotage inférieures. De nombreux pilotes allemands participant à ces rencontres étaient des vétérans avec des centaines d'heures de combat. Elle résidait dans une compréhension tactique radicalement différente de la manière dont le P-47 devait être employé. Les pilotes américains, sous la direction de commandants comme le colonel Donald Blexley et le major Gabreski, avaient développé une doctrine qui était, en essence, révolutionnaire. Alors que la Luftwaffe opérait encore selon des principes tactiques développés pendant la campagne de Pologne en 1939, principes qui mettaient l'accent sur le combat rapproché, les manœuvres à jet élevé et la supériorité en agilité, les Américains avaient adopté une philosophie fondamentalement différente. Gagner par la vitesse, l'altitude, la puissance de feu concentrée et l'engagement selon leurs propres termes. Un document tactique préparé en juillet 1944 par le colonel Blakeslee pour ses pilotes articulait cette stratégie avec une clarté brutale. Le document, intitulé « Tactique d'engagement avec le P-47 contre le Messerschmitt Bf-109 » établissait des principes simples mais absolument létaux. Premièrement, ne jamais s'engager en combat horizontal ou en virage serré avec le Bf-109. Le P-47 perdait ses compétitions dans 90% des cas. Deuxièmement, toujours exploiter la supériorité en vitesse de piqué, atteindre l'ennemi d'en haut et plonger à des vitesses que le Bf-109 ne pouvait pas suivre.
Troisièmement, concentrer toute la puissance de feu disponible en attaque brève et dévastatrice. Les 8 mitrailleuses de calibre 50 du Thunderbolt, tirant simultanément, créaient une densité de feu qu'aucun chasseur allemand contemporain ne pouvait supporter plus de quelques secondes. Un tir concentré de 5 secondes de l'ensemble des 8 mitrailleuses déchargeait environ 260 projectiles sur une zone de seulement quelques mètres carrés. Une quantité d'énergie cinétique qui détruisait tout avion qui pouvait être touché. Lorsque Galland lut les rapports de perte de juillet, la réalité commençait à pénétrer même sa compréhension initialement confiante. En l'espace de 30 jours, les pilotes de P-47 avaient abattu 342 chasseurs allemands confirmés, une moyenne de plus de 11 par jour. Les pertes de la Luftwaffe en pilotes vétérans étaient également cataclysmiques. Des pilotes qui, 3 ans auparavant, dominaient les cieux au-dessus de la Méditerranée, de la Russie, de la Pologne, des pilotes avec une expérience authentique, étaient abattus en nombre croissant par une machine qui avait été ridiculisée comme inutile quelques mois auparavant. L'ironie était si profonde qu'elle transcendait la simple tactique militaire. C'était une leçon humaine fondamentale. La sous-estimation de l'ennemi, basée sur des préjugés concernant la supériorité technique, pouvait être absolument fatale. Le 27 juillet 1944, le major Francis Gabreski atteignait son 25e ennemi confirmé abattu, le jalon qui le qualifiait officiellement comme as dans l'aviation de combat. Cette date spécifique marque quelque chose de plus profond qu'une simple statistique personnelle. Elle marque le moment où la Luftwaffe fut confrontée à une vérité qui ne pouvait plus être niée, rationalisée ou expliquée par des excuses conventionnelles. Gabreski avait opéré de manière constante dans son P-47 pendant 87 jours de combats opérationnels continus, participant à 142 missions. De toutes ces missions, il avait abattu 25 ennemis confirmés. La simple probabilité statistique était sans équivoque. Dans 7 à 8 missions de combat que Gabreski effectuait dans son Thunderbolt, il revenait avec au moins un Messerschmitt abattu. Pour un pilote individuel, ces taux de réussite étaient pratiquement sans précédent. Mais Gabreski n'était pas un cas isolé. Au cours de la même période de juillet, le capitaine Robert Bob Johnson, opérant du même escadron, avait accumulé 22 victoires confirmées. Le lieutenant Walter Bud Mayerin avait abattu 19 ennemis. Le major George Preddy avait 20 victoires. Tous pilotaient des P-47 Thunderbolts. Tous opéraient selon la même doctrine tactique que Blakesley avait développée. Et tous généraient des taux de réussite qui étaient des multiples des générations précédentes de pilotes américains qui avaient piloté des chasseurs moins efficaces. Le contraste était si frappant qu'il commença à apparaître dans les rapports de renseignement officiels. Dans un mémorandum confidentiel d'août 1944, préparé par le commandement de la 8e Air Force pour Washington, l'analyse était directe et cataclysmique dans ses implications. L'introduction du P-47 Thunderbolt, lorsqu'il est opéré selon une doctrine tactique appropriée, a entraîné une altération fondamentale de l'équilibre de la puissance aérienne sur l'Europe occidentale. La Luftwaffe, qui possédait une supériorité aérienne régionale continue depuis 1939, a perdu cette supériorité en environ 90 jours. Les chiffres finaux de juillet étaient tout simplement dévastateurs. La 8e Air Force américaine, qui comprenait non seulement des chasseurs mais aussi des bombardiers à long rayon d'action, avait perdu un total de 362 avions au cours du mois. Cela représentait une perte considérable. Mais la Luftwaffe, au cours de la même période, avait perdu environ 1250 avions, plus de 3 fois les pertes américaines. Et de ce nombre massif de pertes, environ 40%, soit environ 500 ennemis, avaient été abattus par des P-47 opérant dans leur fonction de chasseurs de supériorité aérienne. Le coût humain était également extraordinaire. Environ 400 pilotes de la Luftwaffe avaient été tués, blessés ou capturés en juillet. Une hémorragie qu'aucune force aérienne, aussi bien entraînée ou équipée soit-elle, ne pouvait supporter longtemps. Lorsque le général Adolphe Galland présenta ces chiffres au maréchal Hermann Göring, commandant suprême de la Luftwaffe, lors d'une conférence à Berlin le 1er août, il y eut un silence stupéfait qui dura plusieurs minutes. Göring, qui avait commencé la guerre en 1939 confiant dans sa supériorité absolue, était confronté à une réalité qui défiait toute sa compréhension du fonctionnement des guerres aériennes. Galland, dans ses journaux ultérieurs, décrirait ce moment avec une franchise remarquable. Le maréchal Göring sembla vieillir de 10 ans en 10 minutes en absorbant les données. Il comprit, à cet instant précis, que la Luftwaffe avait perdu la guerre aérienne.
Cette compréhension n'était pas une hyperbole théâtrale, c'était une analyse militaire froide. Les chiffres de juin, juillet et août 1944 représentaient un point d'inflexion historique. La Luftwaffe, qui avait dominé absolument les cieux européens pendant 4 ans et 8 mois, de septembre 1939 à juillet 1944, avait trouvé un adversaire qui, non seulement était capable de rivaliser à égalité, mais qui gagnait avec une marge de plus en plus grande. Et cet adversaire était un avion que les pilotes allemands avaient publiquement ridiculisé comme incapable, inefficace et fondamentalement inadapté à la guerre aérienne moderne. L'ironie transcendait la simple question de tactique militaire. C'était une leçon profondément humaine sur le prix de l'arrogance, sur les dangers de laisser les préjugés techniques obscurcir l'analyse objective, sur la manière dont la sous-estimation de l'ennemi pouvait conduire non seulement à une défaite tactique, mais à une catastrophe stratégique. Les pilotes de la Luftwaffe, qui avaient ri du réfrigérateur volant en mai 1944, ne riaient plus en août. Beaucoup d'entre eux étaient morts. Ceux qui avaient survécu portaient une compréhension amère de la vérité que le P-47 avait enseignée. En guerre, l'humilité n'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie. Malgré les chiffres irréfutables, les rapports de renseignement officiels et les preuves accumulées à travers des centaines de rencontres de combat documentées, l'acceptation institutionnelle de la réalité au sein de la Luftwaffe fut étonnamment lente et conflictuelle. Ce n'était pas le résultat. L'humilité n'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie. Malgré les chiffres irréfutables, les rapports de renseignement officiels et les preuves accumulées à travers des centaines de rencontres de combat documentées, l'acceptation institutionnelle de la réalité au sein de la Luftwaffe fut étonnamment lente et conflictuelle. Ce n'était pas le résultat d'une incompétence des chefs militaires. Des hommes comme Galland comprenaient parfaitement la situation. C'était le résultat de quelque chose de beaucoup plus profond. La résistance psychologique humaine a accepté que des hypothèses fondamentales, maintenues pendant des années, étaient complètement erronées. En septembre 1944, lorsque le General der Jagdflieger, le commandant de toutes les unités de chasse de la Luftwaffe, tenta de convaincre le haut commandement allemand qu'un changement radical de stratégie était nécessaire, il se heurta à une résistance à plusieurs niveaux. Le premier obstacle était idéologique. La doctrine allemande de supériorité aérienne avait été forgée dans les victoires de 1939 à 1941. Des pilotes comme Werner Mölders, Adolf Galland et Günther Rall avaient bâti des réputations légendaires en pilotant des Bf-109 dans des combats où la Luftwaffe possédait une supériorité numérique massive. Leur succès avait créé un récit presque mythologique sur la supériorité technique et tactique du chasseur allemand. Lorsque Galland tenta de suggérer que ce récit nécessitait une révision fondamentale, il rencontra la résistance de collègues pilotes qui estimaient que leur réalisation était minimisée. Le deuxième obstacle était politique. Hermann Göring avait construit toute sa carrière politique autour d'affirmations de supériorité de la Luftwaffe. Quand Hitler s'interrogeait sur la situation aérienne, Göring affirmait constamment que la Luftwaffe maintenait le contrôle de la situation et que de nouvelles merveilles technologiques, chasseurs à réaction, roquettes guidées, restaureraient bientôt la supériorité allemande. Accepter que l'équilibre des pouvoirs avait fondamentalement changé en faveur des Américains équivalait à admettre un échec personnel. C'était, psychologiquement, insupportable pour Göring. Le troisième obstacle était institutionnel. La Luftwaffe avait énormément investi dans la production de masse du Bf-109. Admettre que cet avion était systématiquement dépassé par un design qui avait été ridiculisé par les ingénieurs allemands aurait eu des implications de production dévastatrices. Cela signifierait que les décisions d'allocation de ressources prises des années auparavant étaient fondamentalement erronées. L'une des rencontres les plus dramatiques de cette résistance institutionnelle eut lieu lors d'une conférence au Reichsluftfahrtministerium, le ministère de l'aviation du Reich, le 16 septembre 1944. Galland présenta des données qui étaient, par toute mesure conventionnelle, absolument concluantes. Du 1er juin au 31 août, une période de 3 mois, les pilotes américains de P-47 avaient abattu 1423 chasseurs allemands confirmés. Au cours de la même période, les pilotes américains de P-47 n'avaient perdu que 462 avions, un ratio de 3 pour 1 en faveur des Américains. Face à ces chiffres, l'Oberkommando der Luftfahrt, le haut commandement de la Luftfahrt, répondit non par l'analyse, mais par l'accusation.
Galland exagérait les pertes, affirmèrent-ils. Les données devaient être incorrectes. Il était impossible qu'un avion si manifestement inférieur puisse générer de tels résultats. La frustration de Galland est palpable dans ses notes ultérieures de cette réunion. Il avait personnellement vérifié chaque chiffre. Il avait interrogé des pilotes revenant de mission. Il avait examiné les registres de maintenance, les rapports de débriefing, les photographies de caméras de tir de chasseurs abattus. Les preuves étaient accablantes dans leur complétude. Et pourtant, il faisait face à une négation systématique d'hommes qui, pour des raisons psychologiques et politiques, ne pouvaient accepter la réalité que les données présentaient. En octobre 1944, Galland fut de facto relevé de son poste de commandant des opérations de chasse, ostensiblement pour des raisons de santé. Il avait développé d'importants ulcères à l'estomac sous le stress d'essayer de convaincre le commandement d'une réalité que personne ne voulait accepter. Son successeur reçut l'ordre d'être plus optimiste dans les rapports de situation. La réalité tactique sur le terrain continua de se détériorer. Les chiffres des pertes de la Luftwaffe continuèrent d'augmenter. Les chiffres des pertes américaines continuèrent de diminuer. Mais au-delà de la bureaucratie militaire et de la politique, une réalité humaine plus profonde se déroulait dans les cieux d'Europe. Des pilotes individuels de la Luftwaffe, des hommes comme Hans Eckerhard Bob, qui avaient commencé la guerre avec une confiance absolue dans la supériorité de leur machine, se confrontaient quotidiennement à une vérité qui défiait tout ce en quoi ils croyaient. Le P-47 Thunderbolt, ce réfrigérateur volant dont ils s'étaient moqués des mois auparavant, tuait leurs camarades en nombre sans précédent. Et il n'y avait rien, tactiquement ou techniquement, qu'ils puissent faire pour changer cette réalité. Cette confrontation entre la croyance et la réalité, entre ce qui aurait dû être vrai selon leurs préjugés techniques et ce qui était réellement vrai selon la mort quotidienne de leurs collègues, créait une dissonance cognitive que de nombreux pilotes ne résolurent jamais vraiment. Les chiffres finaux de 1944 et du début de 1945 transformèrent les sombres prévisions de Galland en une réalité documentée incontestable. Entre le 1er septembre 1944 et le 8 mai 1945, date à laquelle l'Allemagne se rendit finalement sans condition, les pilotes américains de P-47 Thunderbolts abattirent un total de 3482 chasseurs allemands confirmés. Ce nombre représente environ 38% de toutes les victoires aériennes obtenues par la 8e Air Force pendant toute la période de guerre. Pour une plateforme qui avait été publiquement ridiculisée comme inadaptée à la guerre aérienne moderne, la réalisation était absolument extraordinaire. Le coût pour la Luftwaffe fut également dévastateur en termes de ressources humaines. Environ 5200 pilotes de la Luftwaffe furent tués entre 1943 et 1945. Parmi eux, environ 2800, plus de 50%, furent tués par des pilotes de P-47 ou par des tirs antiaériens dirigés par l'artillerie américaine, tandis que les P-47 fournissaient un soutien d'attaque au sol. La perte n'était pas seulement numérique, elle était complètement disproportionnée en termes d'expérience. La Luftwaffe perdait constamment ses pilotes les plus vétérans, des hommes avec des centaines d'heures de combat, tandis qu'elle formait des novices complètement inexpérimentés. Ce déséquilibre créa une spirale de déclin qui s'accélérait de manière exponentielle. En revanche, les pertes américaines furent relativement contenues. Environ 1600 P-47 furent perdus toutes causes confondues. Combats aériens, tirs anti-aériens, accidents opérationnels au cours de la même période. Cela représentait un taux de perte d'environ 47% par rapport aux ennemis abattus. En termes militaires conventionnels, cette proportion de 3 pour 1 en faveur des Américains était considérée comme une victoire écrasante. Mais agrégée sur la période totale de guerre, la signification stratégique était absolument cataclysmique pour le camp allemand. La validation finale de la supériorité du P-47 ne vint pas d'analyse d'après-guerre, mais d'évaluation réalisée pendant la guerre elle-même. En décembre 1944, l'Oberkommando der Luftwaffe reconnut enfin, officiellement, dans des documents classifiés, que le P-47 Thunderbolt était supérieur au Bf-109 dans pratiquement tous les aspects opérationnels qui importaient dans la guerre moderne. Cette reconnaissance arriva trop tard pour changer l'issue de la guerre, mais elle fournit une validation formelle de ce que les pilotes individuels savaient déjà par une expérience de combat brutale et répétée.
Le destin du major Francis Gabreski continua sa trajectoire ascendante après la reconnaissance de la supériorité du Thunderbolt. Il termina la guerre européenne avec 31 victoires confirmées en 1945, étant décoré de plusieurs médailles d'honneur, dont la Distinguished Service Cross. Après la fin de la guerre européenne, Gabreski fut transféré sur le théâtre du Pacifique, où il continuait à piloter des P-47, qui avaient été modifiés pour des opérations par temps chaud. Au cours d'opérations contre le Japon en 1945, Gabreski abattit 6 ennemis confirmés supplémentaires, portant son décompte final à 37 victoires aériennes et restant le plus grand as américain sur le théâtre européen. Mais la signification de Gabreski transcendait les chiffres personnels. Il était devenu le symbole vivant d'une transformation de la guerre aérienne. Le garçon, fils d'immigrants polonais d'Oil City, Pennsylvanie, avait commencé la guerre en faisant face à la discrimination de ses camarades de classe à West Point. Il avait terminé la guerre en héros national, sa photo dans les magazines américains, son histoire racontée à la radio et dans les journaux. La validation personnelle était profonde. Outre Gabreski, d'autres pilotes qui avaient piloté des P-47 continuèrent à générer des records de victoires. Robert Johnson termina la guerre avec 27 victoires confirmées. George Preddy avec 25. Walter Meyerhin avec 20. Charles Yeager, qui deviendrait célèbre des décennies plus tard en tant que pilote supersonique, termina la guerre avec 13 victoires en P-47. Aucun de ces chiffres n'était aussi élevé que ceux des pilotes russes ou britanniques sur différents théâtres. Mais la signification était différente. Ils représentaient la supériorité d'une machine qui avait été sous-estimée et ridiculisée. L'héritage institutionnel fut également profond. Après la guerre, le P-47 Thunderbolt continua de servir au sein de l'armée de l'air américaine jusqu'en 1957, 12 ans après la fin de la guerre européenne. Des avions furent vendus à des alliés, y compris la République de Chine, le Royaume-Uni et la France. Pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, des P-47 modifiés furent utilisés dans des opérations d'attaque au sol, prouvant leur polyvalence continue. L'avion qui avait été décrit comme inadapté et inutile en 1943 était devenu un symbole de la puissance aérienne américaine qui perdurerait pendant des générations. La Luftwaffe, en revanche, avait cessé d'exister en mai 1945. Ces restes furent incorporés aux forces aériennes des nations victorieuses. Certains pilotes et machines pour les soviétiques, certains pour les britanniques, certains pour les américains. Aucune institution de continuité n'exista. Aucun héritage institutionnel ne perdura au-delà de la défaite totale. L'histoire du P-47 Thunderbolt et de la sous-estimation de la Luftwaffe transcende les détails techniques de l'ingénierie aéronautique ou les chiffres des victoires aériennes. Elle est, par essence, un récit sur la nature humaine, sur la façon dont les préjugés peuvent aveugler même des organisations militaires professionnelles, sur la façon dont l'arrogance basée sur des succès passés peut conduire à un échec catastrophique dans le présent, et sur la façon dont la vérité, finalement, s'impose quelles que soient les fois où elle est niée. Les chiffres finaux de la guerre aérienne européenne racontent une histoire qui ne peut être contestée par la politique ou l'idéologie. Au cours de la période de 1939 à 1945, la Luftwaffe opéra environ 43 000 avions de combat de toutes catégories. Parmi ceux-ci, environ 32 000 furent perdus, toutes causes confondues. Le taux de perte était brutal. 74% de toute la flotte aérienne de combat de l'Allemagne fut détruite ou endommagée au-delà de toute réparation. Si l'on isole spécifiquement la période de 1943 à 1945, lorsque le P-47 était opérationnellement présent en nombre significatif, les chiffres des pertes de la Luftwaffe montèrent en flèche à des niveaux qu'aucune force aérienne ne pouvait soutenir. En contraste, l'armée de l'air américaine perdit environ 27 000 avions de toutes catégories au cours de la même période de 6 ans. Mais la proportion des pertes en combat aérien direct était radicalement différente. Alors que la Luftwaffe subissait un taux de perte d'environ 70% de ses pilotes vétérans au cours de la période, l'armée de l'air américaine subissait un taux de perte d'environ 15%, moins d'un quart. La différence ne résidait pas dans une supériorité du pilote américain. En fait, de nombreux pilotes allemands étaient individuellement aussi habiles ou plus habiles que leurs homologues américains. La différence résidait dans la machine, dans la doctrine, dans la compréhension opérationnelle de la manière d'employer cette machine.
Le P-47 représentait un changement de paradigme qui transcendait la simple aviation. C'était une manifestation d'une vérité opérationnelle beaucoup plus large, que la guerre moderne serait déterminée non par l'élégance du design ou la pureté du concept technique, mais par la robustesse, la polyvalence, la capacité à encaisser les coups et la puissance de feu brut. Le Bf-109 était un chef-d'œuvre d'ingénierie, élégant, efficace, létal entre les mains de pilotes habiles. Mais c'était un chef-d'œuvre qui avait été optimisé pour un type spécifique de guerre, la guerre aérienne de domination contre des adversaires inférieurs. Face à un adversaire qui non seulement était égal en qualité de pilote, mais supérieur en nombre, en ressources industrielles et en capacité de remplacement des pertes, cette optimisation se transforma en une limitation fatale. Le P-47, en revanche, avait été conçu pour un type de guerre complètement différent, la guerre d'usure contre un adversaire qui possédait des ressources pratiquement illimitées. La machine fut conçue non pas pour gagner par une pure supériorité technique, mais par une robustesse extrême, une polyvalence multiple et une capacité à supporter des pertes catastrophiques tout en restant opérationnellement efficace. Ce n'est pas un hasard si le Thunderbolt, avec le bombardier lourd B-17 Flying Fortress, devint le symbole de la stratégie aérienne américaine à partir de 1943. Les deux machines incarnaient une philosophie de guerre diamétralement opposée à celle de la Luftwaffe. Lorsque nous examinons l'histoire avec 80 ans de recul, la leçon est limpide et pratiquement universelle dans son application. La sous-estimation de l'ennemi n'est pas simplement tactique, c'est un échec fondamental d'analyse qui peut compromettre une stratégie entière. Les pilotes allemands qui riaient du réfrigérateur volant en mai 1943 permirent aux préjugés sur la supériorité technique d'occulter l'analyse objective des capacités réelles de cette machine. Cette défaillance de perception ne fut corrigée qu'après que des centaines d'ennemis confirmés eurent été abattus et que des milliers de pilotes allemands furent morts ou blessés. Mais il y a une application encore plus profonde de cette leçon qui transcende la guerre militaire. Dans toute compétition, qu'elle soit militaire, commerciale, académique ou personnelle, l'arrogance basée sur des succès passés est un tueur silencieux. Les organisations qui dominent leur domaine pendant de longues périodes développent souvent une croyance en leur propre supériorité qui devient si internalisée que le questionnement rationnel devient presque une hérésie. La Luftwaffe, en 1943, était précisément une telle organisation, dominante, confiante, profondément enracinée dans des récits de supériorité qui s'étaient avérés corrects pendant des années de succès continu. Confrontée à la preuve que ces récits nécessitaient une révision fondamentale, la réponse institutionnelle ne fut pas l'analyse, mais la négation. L'histoire du P-47 nous enseigne que la vérité opérationnelle, finalement, s'impose. Aucune quantité de déni institutionnel, aucune quantité de politique de haut niveau, aucune quantité de préjugés ne peut altérer la réalité fondamentale des machines et des chiffres. Le Thunderbolt abattit plus de 3000 ennemis confirmés, non pas parce que les Américains le désiraient ou parce qu'il était politiquement commode de le déclarer, mais parce que c'était opérationnellement vrai. La Luftwaffe perdit la suprématie aérienne non pas en juillet 1944 parce que quelques analystes la déclaraient perdue, mais parce qu'elle l'avait réellement perdue. 78 ans après la fin de la guerre européenne, la leçon reste aussi pertinente qu'elle l'était lorsque Gabreski abattit son 31e ennemi en septembre 1945. L'humilité intellectuelle, la capacité à remettre en question ses propres hypothèses, à rechercher des preuves objectives, à être prêt à changer de perspective face à la réalité, n'est pas une faiblesse, c'est une force fondamentale. Et l'arrogance, surtout celle basée sur des succès passés, n'est pas une confiance justifiée, c'est l'une des formes les plus dangereuses d'aveuglement. Le P-47 Thunderbolt fut validé non pas par des éloges, mais par des chiffres. Et c'est là peut-être le résultat le plus durable de l'histoire, que la réalité finalement l'emporte sur le récit. La machine qui fut ridiculisée reste commémorée comme l'une des plus polyvalentes et efficaces de l'histoire de l'aviation. La Luftwaffe, qui la ridiculisa, cessa d'exister. Abonnez-vous et activez la clochette pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci sur les secrets et les rebondissements de l'histoire militaire.